présente un peu le stade embryonnaire sur le manuscrit français 25526. La Bibliothèque nationale de France les classe de manière un peu étrange. Et donc, je vous présente un peu des fragments embryonnaires sur ma réflexion sur le manuscrit français 25526 et sur l'autrice attribuée à ce manuscrit. Et j'espère vous démontrer en même temps qu'il y avait de grandes femmes artistes à l'époque médiévale et comment ces images certaines images peuvent être un peu crues, je l'admets, gardent leur humour et leur fraîcheur après près de 7 siècles. Donc, que la part des femmes à l'histoire de l'art occidental ait été tue pendant de nombreuses années, il demeure encore, est un poncif que nous devons néanmoins réitérer afin que la discipline devienne un milieu égal et égalitaire. Évidemment, redresser et couvrir les tâches aveugles de notre domaine est une tâche difficile, certainement quand les archives qui tiennent compte de la présence et de l'activité des femmes sont elles-mêmes imbriquées dans et faites par un système patriarcal. Au moment de dresser la liste des femmes enlumineurs ou enlumineresses dans le Paris de la période gothique, donc plus ou moins du 13e au 15e siècle, nous ne trouvons que celles qui ont repris les entreprises de leur mari. Le nom de toutes celles qui n'étaient pas veuves, ou autrement, ont ainsi été oblitérées de l'histoire. Pour autant que leur place dans l'organisation du travail ait été commune, leur présence, elle, semble plutôt invisible. À cet égard, les quelques noms qui ont été décelés sont précieux, d'autant plus quand ils sont rattachés à des manuscrits célèbres par la quantité d'articles qu'ils ont suscités. Le manuscrit qui nous concerne, ou me concerne, en ce moment, le manuscrit français 25526, réalisé aux alentours de 1350, conservé à la Bibliothèque nationale de France, est justement rattaché à Jeanne de Montbaston, qui serait née en 1320, morte en 1360, mais encore ici les dates sont approximatives, et la prolifération des images en tout genre dans les marges du manuscrit, j'ai pas d'image, mais c'est vraiment hors du texte, a assuré la postérité tant de cet ouvrage que celui de sa réalisatrice. Bien que cette attribution soit incertaine, reposant d'abord et surtout sur des termes stylistiques, je pose comme assez sûr l'idée que l'auteur soit une autrice. Sur le folio 77, nous trouvons des enluminures figurant une femme et un homme en train de préparer le parchemin, de copier un texte et d'illustrer le manuscrit. Si nous admettons que ces images sont un procédé autoréflexif, lors duquel l'enlumineresse rend visible le processus qui a mené à la création du manuscrit que nous avons sous les yeux, il est alors non seulement certain qu'une femme a travaillé sur ce manuscrit, c'est également grâce à elle que nous voyons les étapes qui ont mené à sa création. Est-ce surinterprété de poser que l'autrice du manuscrit pose ici les avantages de son art? Si son mari copie un texte, en l'occasion un manuscrit du roman de la Rose, ses images à elle sont réellement les siennes. Quoi qu'il en soit, l'incertitude sous-jacente à l'attribution du manuscrit n'infirme aucunement l'idée qu'une femme ait réalisé ce manuscrit. Plutôt, il confirme l'idée qu'encore beaucoup de travail reste à faire pour restituer la place des femmes dans l'histoire de l'art médiéval occidental. Ouais. Aussi, par souci de clarté, je propose de demeurer avec cette attribution, conscient des problèmes que cela sous-tend. Que ce manuscrit ait donné lieu à certaines des enluminures les plus mémorables tient entre autres au fait qu'il est une itération d'un des textes fondateurs de la littérature française, le roman de la Rose, également un texte misogyne et dont certains des passages sont des apologies de la culture du viol à peine déguisée. Nous y suivons l'amant qui tente de conquérir sa Rose et à travers une suite de péripéties lors desquelles il rencontre une galerie de personnages également allégoriques, pour finir, il va déflorer de force sa Rose. Au regard des enluminures qui illustrent ce texte tout au long des quelques 300 folios de ce manuscrit, nous voyons donc de quelle façon l'enlumineresse est allée au-delà du récit. Elle en offre en fait son parfait négatif. Par exemple, de la même manière que les auteurs du roman de la Rose avaient réduit les femmes à leur simple anatomie, les transformant du fait même en référents absents, Montbaston fait le même évidement du référent avec les hommes. Sur le recto du folio 160, des nonnes cueillent littéralement des phallus. L'enlumineresse nous épargne donc les métaphores et réduit directement les hommes à leur appareil réducteur, similairement dénudés de leur identité, prêts à être consommés, puis jetés. Ça, le meilleur s'en vient aussi. Mais de Montbaston n'opère pas que de l'extérieur du texte, elle opère aussi de l'intérieur. En fait, elle prend le texte de l'intérieur donc. Pour continuer avec le folio 160, l'enlumineresse prend à la lettre le message transmis
par un des personnages allégoriques, Raison, selon laquelle il faut dire les choses comme elles sont et éviter les faux semblants. Ce faisant, elle perce les grandes intentions de l'amant, et sa masculinité fragile, sur son pénis et indique de manière nette et précise ce que le personnage dit tout en détrompant ses propos. Contrairement à ce qu'il pense, il est loin d'être unique, et certainement d'autres fruits pourront être cueillis. Plus encore, et c'est ce que je souhaite avancer ici, les enluminures de Montbaston n'ont pas toujours besoin du texte qu'elles accompagnent pour faire ou gagner en sens. En fait, en s'en départissant, plusieurs des personnages créés par l'artisane peuvent être mis en parallèle et fondent de ce fait de nouveaux réseaux de signification. De la même manière qu'un texte peut contenir des passages qui se font écho entre eux, qui se contredisent ou peuvent être mis en parallèle, je pose, à cet égard, que les images des marges sont faites pour être comprises tant à partir du texte qu'elles accompagnent qu'entre elles-mêmes. Si, bien sûr, les illustrations que nous voyons ne peuvent être expliquées que grâce au texte adjacent, elles peuvent éventuellement s'en départir et s'enrichir en sens sur leurs propres termes. Mon point ici est que l'enlumineresse fait plus que subvertir le texte écrit par Deloris et Demeune, qu'en réalité, le manuscrit est autant l'origine des images qu'un prétexte pour donner à voir des personnages féminins forts et, disons-le, iconoclastes. Plus encore, ce que je veux démontrer ici est la manière dont elle donne à voir des aperçus sur des thématiques et des aspects de la vie quotidienne, tels la maternité ou encore la sexualité, sans pour autant donner de solutions faciles ou uniques. Tout au contraire, mon argument est que lorsque les personnages de Montbaston sont mis en commun, ils ouvrent la possibilité d'une pluralité de voix, même si ça reste toujours l'œuvre d'une artisane, et de façons de vivre les enjeux submentionnés. L'artisane semble donc consciente des dichotomies poncives telles que sacré, profane, pureté, chasteté, pourquoi pas, culture d'élite et de masse, sans oublier la dichotomie classique des médiévistes, vierge et prostituée, pour le dire comme ça. Et joue avec elle et semble construire une communauté qui touche à toutes les sphères du monde, faite de femmes réelles et de créatures imaginaires. Nous trouvons donc des figurations de personnages Nous trouvons donc des figurations de personnages tirés tant des Anciens et Nouveaux Testaments, de la mythologie grecque et de la vie réelle. Nous voyons donc, tour à tour, Marie, des sirènes, des nodes, de même que Sainte Marguerite. Sans comporter d'ordre qui trahisse un jugement ou l'idée d'un passage des coutumes païennes à un régime chrétien. Au contraire, elles semblent être mises en rapport sans a priori de croyance. Considérons, par exemple, la manière dont la diversité de ces personnages construisent un rapport similairement diversifié sur la maternité qui traverse même les frontières des espèces. Ce faisant, nous voyons sur le recto du folio 124 un pélican avec ses oisillons. Cet oiseau était réputé pour sa dévotion envers sa progéniture, telle que démontrée lorsque la mère fait don de sa chair pour nourrir ses bébés. D'ailleurs, cet oiseau était souvent une métaphore du Christ qui s'était sacrifié pour la rédemption de l'humanité. Plus encore, les plaies du Christ causées par les lances des soldats romains qui l'avaient crucifié étaient associées à l'allaitement. Entre espèces, humains, animal, femmes, hommes, des réseaux de sens se construisent et peuvent être mis en commun tout au long du manuscrit. Ainsi, le Christ était perçu comme une mère plutôt qu'un père, permettant de se faire l'association entre le Christ et l'oiseau. Plus loin, sur le folio 142, nous voyons... Oh là, non, c'est celui-là. Nous voyons la Vierge Marie avec le Christ en tant que mère du Seigneur. Elle est également la mère de l'Église. Sa position assise confirme sa position comme la sedes sapientia ou le siège de la sagesse, qui porte la structure de la foi chrétienne. Elle est doublement mère. Pendant ce temps, nous voyons Sainte Marguerite d'Antioche. Je ne l'ai pas mise, elle. Bon, vous devez me croire sur parole. Est identifiable par son martyre et bien qu'elle n'ait jamais eu d'enfant, elle est devenue la sainte protectrice des mères et des enfants. Elle est la mère des mères, donc. Enfin, Jeanne de Montbaston, ici, est elle-même la productrice du manuscrit qui nous est donné à voir. Toutes, donc, parmi les personnages que j'ai sélectionnés, jouent d'une façon ou d'une autre avec ce thème. Et bien que l'on puisse supposer une certaine hiérarchie au sein de ces personnages, avec Marie étant la reine parmi elles, je trouve assez séduisant l'idée que ces femmes constituent une communauté réunie autour d'expériences communes, vécues différemment. On pourra qualifier d'essentialiste cette idée d'expérience partagée par toutes les femmes à l'époque, mais au-delà du fait qu'il faut se replacer dans le contexte où ce manuscrit a été fait, il faut souligner la possibilité d'une célébration de la féminité, d'une sororité, qui dépasse les séparations dichotomiques auxquelles nous astreignons souvent ces images telles que profanes, sacrées et toutes les autres que j'ai mentionnées.
Un autre thème que je souhaiterais toucher est celui de la séduction, ou le refus de s'engager dans un tel jeu ou processus, et cela pris dans le sens large du terme. De cette manière, les sirènes que nous voyons juste ici, que nous voyons sur le folio, nous connaissons leur fonction, donc elles chantent, elles séduisent les hommes pour les noyer et ensuite dévorer leur corps. Et nous voyons également, plus tard, une nonne qui mène son homme, comme on mène un cheval, sur le recto du folio 106. Et elle a clairement compris comment ça marche. Elle s'est approprié les moyens de séduction au point de rendre le moine sans défense ni arme. On pourrait penser que les femmes qui se cloîtraient aient pu se départir de leur désir d'aimer ou de séduire. Or, ce que nous rappelle de Montbaston, quoique de manière plutôt carnavalesque, on le conviendra, est que nous sommes probablement, ou peut-être, dans le tort. Et d'ailleurs, rien n'empêche que cet amour ne soit strictement platonique ou divin. Rappelons les termes de la relation entre Dieu et Marie, cette dernière occupant le rôle d'intercesseur auprès du Seigneur en faveur des mortels. Ses pouvoirs de persuasion infléchissent en notre faveur. D'autres femmes, telles Sainte Marguerite, sont châtiées pour avoir... C'est dommage, je l'ai pas mis. Sont châtiées pour avoir refusé les offres sexuelles d'hommes, puis célébrées pour avoir résisté de manière si brave. En dernier, de Montbaston est sans doute la plus grande séductrice dans cet ouvrage. Au moment où nous, essayons de discerner les sens de ces enluminures, elle a jeté un sort sur nous, elle nous a séduits de manière intellectuelle et conceptuelle. Ici encore, tous ces personnages n'usent pas des mêmes moyens de séduction, ni pour les mêmes buts, ou avec les mêmes résultats. Et c'est d'ailleurs leur diversité, ou diversitas en latin, qui fait la beauté et la force de cette communauté. Ce qui relie ces femmes, en somme, est leur part d'action, leur capacité d'entreprise dans le monde qui les entoure. Encore ici, nous pourrions argumenter que ce thème, celui de la séduction, rejoint l'idée commune et galvaudée que les femmes sont des séductrices conçues pour faire tomber les hommes. Cela n'est pas mon point. Ou plutôt, il faut prendre conscience du contexte dans lequel apparaissent ces images dans le roman de la Rose, un texte où la femme éponyme est dénuée de toute agence et ne peut qu'être cueillie. Ce que font alors ces images est restituer discursivement et figurativement le pouvoir d'agir et de faire des femmes, ne serait-ce que pour parer, pour opposer le texte qu'elles accompagnent et éventuellement s'en départir. Aucune de ces images n'indique clairement ni son contenu, ni le fait qu'elles appartiennent à un groupe plus large, et c'est sans doute la beauté de la chose. Dans l'acte de penser à leur place et à leur signification au sein de ce manuscrit, nous les relions ensemble, et le fait que ces images soient dans les marges du manuscrit n'indique aucunement qu'elles sont marginales en importance. Tout au contraire, elles requièrent notre attention et nous divertissent du texte. Et au moment où nous les relions ensemble, c'est ainsi que se trace une possibilité de communauté de femmes à travers les âges, composée de sirènes et de saintes. Merci.